Bonjour Camille, ravie de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast. Merci vraiment d'être avec nous. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu nous partages, si tu veux bien, quelque chose que les gens ne savent pas sur toi. Alors, je pense que ce que les gens n'ont pas complètement compris sur moi, c'est que, et n'ont pas particulièrement compris à ce moment-là, c'est la décision de quitter l'IA au moment où l'IA arrivait partout. J'ai fait 7 ans quasiment dans une scale-up de l'IA et j'en suis partie au moment où ChatGPT arrivait et déferlait sur la sphère professionnelle. Donc ça a été parfois peu compris, mais je pense que maintenant les gens appréhendent un peu mieux ce choix-là. Mais je crois que c'est un des aspects un peu particuliers. Ouais. Un choix étonnant. Un choix tout à fait particulier, ouais. Toujours des choix de timing parfois qui sont difficilement compréhensibles. Mais de toute façon, tu vas nous en dire un petit peu plus au fur et à mesure de ton expérience. Quand on a discuté avant l'enregistrement d'aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de sujets passionnants sur lesquels on pourrait discuter. Il a fallu que j'en choisisse un et comme tu le sais, ça a été assez difficile. Et j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps aujourd'hui de parler du sujet de l'intergénérationnel. Alors on se dira pourquoi, on en a parlé, on l'a vu, on l'a revu. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut le coup de passer un petit moment ensemble à parler de l'intergénérationnel, à ton avis ? Déjà parce que j'ai l'impression que souvent ceux qui en parlent ne représentent qu'une partie du public concerné et de deux on pourrait aussi se dire mais quelle est la légitimité de Camille pour en parler dans la mesure où en termes de tranche d'âge justement c'est soit le cliché, l'étiquette super elle va parler de l'intergénérationnel elle a moins de 30 ans ou quelle est sa légitimité parce qu'en fait à 30 ans on n'a pas vu encore grand chose du monde pro, donc je pense que c'est un peu là-dessus qu'on était retombés tous les deux. Absolument. Donc je sais que alors tu dis qu'on a souvent une seule partie du discours. Je sais que tu as des convictions très fortes sur le sujet. Est-ce que tu pourrais justement démarrer en nous disant qu'est-ce qui a été le déclencheur pour toi sur ce sujet ? Pourquoi est-ce que tu as commencé à t'y intéresser ? Alors, je m'y suis intéressée parce que dans ma précédente scale-up, l'enjeu principal quand je suis arrivée sur mes rôles de RH, puis DRH, c'était en fait d'animer et de mettre en mouvement une population qui était très jeune, qu'on cherchait toujours plus jeune, c'est-dire qu'on cherchait des clones. Et je m'y suis intéressée. Définir très jeune parce que... Par très jeune, c'était sortie d'école. Okay. On avait une moyenne d'âge qui était, alors je pense, entre 27 et 29 ans. Et à un moment, j'en ai eu marre. Autant je m'entendais très bien avec eux et il n'y avait pas de sujet. Mais à un moment, j'en ai eu marre parce que les problèmes rencontrés étaient toujours un peu les mêmes. On manquait de créativité, il y avait un sentiment de tomber un peu toujours sur les mêmes sujets, un peu en huis clos, donc on était un peu fermés sur nous-mêmes. Et l'ambition d'aller chercher des profils plus expérimentés qui rapporteraient un peu plus d'âme aussi à la boîte, c'est-à-dire que pas des personnes dont c'était la première expérience professionnelle, mais des personnes qui avaient déjà un parcours, vu des choses qui s'étaient moins bien passées, qui avaient une confiance, tu vois, en l'avenir. Et alors, je suis allée très très loin puisque dans le délire, je suis allée chercher des profils de plus de 50 ans, de plus en plus. Et alors autant la moyenne d'âge en arrivant dans cette boîte-là était quand même plutôt jeune, comme je te l'ai dit. Et en repartant, je pense que j'avais plus de 50% qui avaient plus de 55 ans, ce qui est assez fou pour une boîte de la tech à ce moment-là. On était éditeur d'une solution IA, donc en plus on peut se dire que c'est des sujets qui sont quand même plutôt traités par les cerveaux qui sortent d'études tout frais. Et j'ai bien aimé, tu vois, cette mise en mouvement d'un collectif qui était beaucoup plus diversifié et beaucoup plus riche que celui qu'on avait à la base, qui était très technique, très, très bon techniquement, mais qui finalement tournait un peu en rond sur les mêmes sujets. Oui, c'est intéressant parce que, alors évidemment, la stat que tu décris en termes de moyenne d'âge à l'entrée et ensuite à ton départ, c'est assez... c'est un gros gap et en même temps je rencontre pas mal d'entreprises qui sont dans cette phase-là de phase de démarrage où ils fonctionnent quasi exclusivement avec des très jeunes et puis au bout d'un moment ils ont besoin de senioriser pour tout un tas de raisons. Est-ce que tu pourrais nous partager concrètement, j'ai plein d'autres questions mais quand même, comment ça s'est passé la transition quand tu as commencé à senioriser un peu cette équipe ? Je pense que ça a été une transition, alors on dit souvent lentement mais sûrement. Moi, ça a pu paraître peut-être un peu abrupt à la base, puisque en fait, j'ai transformé nos façons de bosser. Tu sais, quand tu scales, c'est vraiment le propre des scale-up. Tu te mets en mouvement, donc tu identifies les rôles, tu définis les périmètres, qui va faire quoi, à quel endroit, etc. Puis à un moment, tu te rends compte que c'est très siloté et que les équipes bossent pas entre elles. Et donc mon approche, qui était un peu, récalcitrante à ce moment-là, c'était d'imaginer bosser par projet finalement, et donc identifier des squads. Une squad, c'est donc un groupe de personnes avec différents métiers qui sont représentés dans cette squad et qui vont travailler sur ce projet-là qui est commun. Et en fait, d'avoir cet angle-là, on s'est rapidement rendu compte qu'il nous manquait des ressources. Stratégiquement, c'est donc mes équipes qui m'ont demandé d'aller chercher des profils plus seniors ou avec un autre angle de vue, etc. Et en fait, j'ai inversé la tendance. Plutôt que de leur imposer des profils plus expérimentés, ils m'ont dit, écoute, là, sur tel projet, peut-être qu'il nous manque un peu cette partie-là ou telle vision ou tel aspect un peu plus stratégique du sujet. Et ça a très bien pris parce qu'en fait, c'était une volonté
interne d'aller chercher vers l'externe. Et en fait, ils étaient tous super contents de se mettre en frais aussi lors des onboarding métiers et d'intégrer ces nouveaux profils-là. Et je pense que c'est une approche qui a plutôt bien marché et qui marcherait d'ailleurs dans n'importe quel type d'écosystème. Ouais. Alors justement, tu parles ça a bien fonctionné. Comment ça s'est passé l'intégration? Parce qu'effectivement, même s'il y a un besoin, même si on identifie à chaque fois le bénéfice à aller chercher finalement de la diversité dans des parcours, dans des niveaux d'expérience, etc. C'est pas parce qu'on sait que ça va amener de la performance ou de l'innovation à long terme que ça marche tout de suite. Quels ont été les challenges pour toi? Alors le challenge était que comme on était en train de se structurer, il n'y avait pas encore beaucoup de choses, même en termes de contenu. J'avais commencé à identifier des rôles clés, c'est-à-dire des personnes qui étaient en capacité d'avoir une casquette toute particulière. Je pense au rôle de buddy, par exemple. On entend beaucoup aujourd'hui, c'est très démocratisé. Oui. D'une entreprise à une autre, ils ont des rôles assez particuliers. Là, le buddy, en l'occurrence, était en charge de s'assurer que la transition restait fluide pour la personne qui arrivait d'un autre écosystème, avec une richesse d'expérience assez importante, et s'assurer de lui en transmettre les codes de cette nouvelle boîte dans laquelle il arrivait. Tu vois, ne serait-ce que tout ce qui est autour des lexiques métiers, nos modes de fonctionnement, quels étaient les rituels, etc. Et en fait, il y avait une forme de vie ma vie, mais intuitif. Donc ça, c'était la première chose. Je pense que très concrètement, de créer un binôme, mais qui ne soit pas aussi, explicite que ça. Je mettais pas un très junior et un très senior. J'essayais de trouver des justes milieux. Je l'ai fait aussi par appétence. Des collaborateurs qui avaient des appétences assez similaires, je savais qu'ils auraient au moins un terrain d'entente assez intuitif dès le départ. Et à partir de là, ils ont construit des belles choses. Donc je pense que tout règne en fait dans ta capacité à aller identifier ce qui va animer les gens et ce qui va les mettre en mouvement. Et en fait, tu vas dire, attends, tiens, il y a un tel qui est super aussi intéressé par ce sujet-là. Viens, regarde, tu pourrais pas lui montrer là tout ce qui se passe côté produit, côté tech, ou j'en sais rien. Ouais. Identifier les bons binômes en fait quelque part, parce que les buddies, comme tu dis, c'est hyper répandu et à la fois il y a des endroits où ça prend et d'autres où ça prend pas du tout. C'est un rôle d'entremetteur, qu'on se le dise. C'est comment tu identifies les bonnes personnes pour les mettre au bon endroit. Une compétence que tu pourras utiliser voilà. dans d'autres dans différents cadres. Ok, donc ça a été ton déclencheur sur le sujet intergénérationnel, ça a été ta première expérience là-dessus. Ouais. Et aussi, alors moi ce que je critiquais relativement à ce moment-là, j'étais de cette nouvelle vague, j'allais dire, en RH, qu'on appelait les talents, les talent managers, bref. Ça existe encore. Ça existe encore. Mais il y avait vraiment, si tu veux, cette vague du talent acquisition. Et là, on renouvelait drastiquement les RH. Donc, je sentais qu'il y avait un monde un peu poussiéreux auquel j'appartenais pas. Moi, j'avais cette première casquette, donc, de RH, alors qu'avant, j'étais pas dans ces métiers-là. Et je voyais bien que je dépendais de mon DAF, que la façon dont j'abordais les RH lui plaisait bien. En fait, il y avait un côté, je cassais un peu les codes. Et je n'ai eu de cesse que de voir, en fait, ce gap se créer entre les deux mondes, qui maintenant, c'est assez résorbé, hein. Mais pendant un moment, on a un peu distingué, si tu veux, ceux qui géraient les talents et le reste, en gros. Le DRH stratégique, le DRH opérationnel. Et sur cette partie très opérationnelle, j'allais dire, ils étaient un peu mis de côté. C'était la partie admin, c'était la gestion de tous les autres sujets, mais qui n'étaient pas intéressants. Et les talents, noble. Voilà. Les talents, c'était la richesse de la boîte, donc super. Il y avait un peu un côté, ça brille et tout ce qui brille. Et en fait, je me suis intéressée au sujet aussi parce que quand je rencontrais dans des salons ou différents événements ou en écoutant des contenus là-dessus, que j'avais envie, moi, de concilier les deux mondes, mais pas forcément en mimiquant les codes de... je vais pas dire l'ancien monde, mais les codes plus classiques RH, mais en trouvant le moyen de relier en continu, en fait, les talents et le reste. Parce que pour moi, il n'y avait pas les jeunes talents dont je m'occupais, en gros, pour aller chercher toujours plus de gens et au niveau recrutement. Mais c'était aussi, pour moi, les talents, c'était toute la boîte. C'était tous les profils, ceux qui étaient en train de structurer, d'asseoir complètement la structure de la boîte, ceux qui mettaient en mouvement, ceux qui challengeaient, etc. Et je voyais bien que ça matchait pas en termes de tranche d'âge. Donc, je préférais viser, si tu veux, des capacités à avoir, à jouer des rôles, à communiquer, à embarquer. Et donc, je pense que c'est à ce moment-là, vraiment, je me suis dit, il y a un truc à faire. Et après, je pense que ça relève de l'intuitif. Ça m'animait, je pense, particulièrement comme sujet, ouais. Mais c'est intéressant, parce qu'effectivement, derrière le mot talent, on a rangé des choses assez différentes au fur et à mesure des dernières années. On a pu utiliser ça vraiment pour des très jeunes. Derrière, on a décidé de classifier aussi par niveau d'expérience. Et puis finalement, t'as des entreprises qui... sont restés fixés sur on va appeler tout le monde talent chez nous puisque tout le monde a du talent. Donc finalement quelque part derrière il y a plein de débats qui peuvent émerger. Alors tu dis que t'as pas voulu te remettre sur les codes existants et que t'as eu envie d'arriver avec un regard neuf sur ce sujet. Je sais que tu as des convictions très fortes justement sur les sujets intergénérationnels. Est-ce que tu peux nous en partager certaines peut-être qui cassent un peu les codes et ce qu'on entend habituellement? Moi, j'ai envie de dire que la jeunesse, quelle que soit la tranche d'âge qu'on associe, pour moi, c'est plutôt un gage de créativité et un levier stratégique
qu'un obstacle. J'ai bien senti en termes de répondants aussi en face que on me mettait souvent dans la catégorie bon attends, sa légitimité elle est un peu minimisée parce que dans ces environnements-là, bon ils font un peu tout et n'importe quoi. Comme c'est des petites boîtes, ils peuvent se permettre d'aller désigner un peu n'importe qui, directeur ou X ou Y. Et je sentais bien que j'avais une envie d'ancrer quelque chose autre que juste j'ai encore plus à prouver que vous parce que je suis visible et que je suis jeune. Je pense que ça c'est la première. Juste, je précise, parce que pour les gens qui ne voient pas la partie filmée Oui. et qui n'ont pas tout ton parcours en tête, tu as été nommée DRH extrêmement jeune, justement, si je peux le dire. Oui, à 24 ans. À 24 ans, avec un contexte tout particulier. Des premiers sujets RH relativement costauds. Je pense que j'étais ravie de les découvrir aussitôt. Moi, mes premiers sujets RH, c'était un plan de licenciement économique, des dossiers du M&A, une liquidation. Enfin voilà, c'était des réalités en plus de ces écosystèmes-là, start-up, scale-up, qui étaient très fortes. Et je n'ai eu de cesse, si tu veux, ces dernières années, de me dire est-ce que je suis un bébé DRH ? Est-ce qu'il faut que je me mette automatiquement cette étiquette pour rassurer les gens et leur dire attendez, j'ai bien conscience que je suis un bébé DRH à côté de vous, mais maintenant je suis très à l'aise de dire bon, il n'y a pas de sujet en fait. J'ai, je pense, autant de crédibilité de par mes responsabilités et d'en prendre relativement jeune sans avoir les années d'expérience. Ça me donne encore plus envie, si tu veux, d'aller craquer les sujets et d'être légitime sur là où on me positionne. À la fois, tu as dû travailler sur constituer des équipes intergénérationnelles, seniorisées, voir effectivement comment faire travailler les gens ensemble. Et à la fois, toi, à titre personnel, tu t'es confronté à une perception de quelqu'un de jeune, parce que 24 ans dans un rôle de DRH, ça reste jeune, quoi qu'on en pense. Et donc, probablement ce que ça devait projeter aux autres. Et, Oui, en fait, je pense que le fait de moi-même faire le pont intergénérationnel, c'est-à-dire je cassais les codes pour la plupart des personnes que j'allais chercher dans leur boîte. Les DRH avaient quand même plutôt plus de 50 ans, avec une très grosse expérience, force de plein de grosses boîtes, etc. Moi, j'aimais bien voir mon rôle un peu comme un médiateur, c'est-à-dire une capacité de traduire les besoins des uns des autres et en fait d'animer cette mise en mouvement. Je pense ce qui m'a aidé, c'est de graviter dans ces univers qui sont particulièrement mouvants. On est tout le temps en train d'itérer, de faire un peu, tu vois, cette dynamique de Rex, post-mortem, donc retour d'expérience, post-mortem, qu'est-ce qui a marché, pas bien marché, ok, vas-y, viens, on teste. Et j'aime bien ce côté, les RH, c'est une matière créative, donc en fait, redoubler de créativité pour adresser quel que soit le sujet. Et alors, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en général, l'intergénérationnel, c'est un sujet de plus, en gros, sur la pile des RH. Moi, j'aime bien le voir comme quelque chose de structurel. C'est pas un sujet de plus, c'est en fait, à travers l'intergénérationnel, comment est-ce que nous, en tant qu'RH, on va composer un environnement qui va permettre à chacun de se révéler et d'être mis en mouvement. Mais je le vois pas comme un sujet de plus que je dois traiter avec les fameuses étiquettes qu'on connaît bien, la génération Z, comment je gère les talents de demain, comment j'intègre toujours plus les seniors qui, mon Dieu, sont de plus en plus seniors. Oui, bien sûr, on l'est de plus en plus. Et je vais même te dire, cette même définition de senior me frustre énormément parce que j'ai envie de me dire senior sur certains aspects, certains sujets, sur certaines compétences et qu'aujourd'hui, dans mes réalités métiers, il y a encore très peu de temps, prenez le rôle d'un data scientist, par exemple, qui travaille sur la donnée. Un data scientist, au bout de 3-4 ans, il peut s'estimer être senior sur son rôle dans une entreprise. Alors, il sera pas forcément automatiquement senior dans l'entreprise qu'il rejoindra ensuite. Mais je veux dire, pour moi, cette notion de seniorité, elle vient aussi par ta capacité à avoir deepé les sujets et ancrer tes compétences. Mais c'est pas parce que t'as plus de 40 ans que ça y est, automatiquement, je te mets une étiquette d'une autre couleur et ça y est, t'es passé du côté obscur de la force. Ouais. C'est vrai que derrière le mot senior, t'as à la fois la catégorie de aujourd'hui, à partir de 45 ans, tu peux être perçu comme senior en entreprise, à la fois, même dans les classifications classiques du monde du conseil, tu passais de consultant, manager, senior manager, etc. Et donc, en fait, tu pouvais te retrouver appelé senior assez vite quelque part. Ouais. Et toi, comment est-ce que tu peux te permettre de t'appeler senior sur certains sujets dans un métier comme DRH alors que objectivement tu les as creusés pas mal. Il y a toute la question de la légitimité, perçue, réelle, le regard de tes pairs sur toi. Je pense que c'est important de s'entourer aussi et d'avoir une diversité de profils autour de soi. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui estimeront que oui, ok, t'es une forme de légitimité mais pas complète. À l'inverse, il y en a d'autres qui vont dire attends, t'es largement légitime, arrête de t'appeler bébé DRH, c'est très bien, tu es DRH et il n'y a pas de sujet. Moi, j'aime bien rappeler qu'il y a d'ailleurs, donc il y a 4 générations d'entreprises qu'on doit animer, quelles qu'elles soient leurs ambitions. Et il y a des générations, je vais prendre cet exemple-là parce que je n'en fais pas partie encore, je me le souhaite demain, mais je pense aux jeunes seniors qui ont entre 30 et 40 ans, qui sont un peu coincés entre les jeunes flamboyants, comme on dit, et les seniors expérimentés. Merci de parler de nous. Et en l'occurrence, ils ont un double défi qui est d'encadrer sans avoir beaucoup de pouvoir, parce que pas encore reconnu avec, tu vois, des niveaux de direction quand c'est des plus grosses entreprises, et produire sans beaucoup de reconnaissance. C'est-à-dire qu'ils sont un peu les oubliés, j'allais dire. Et en fait, je me mets à leur place, je me dis, mais ils sont ni dans les grandes étiquettes talent, ni dans les étiquettes seniors. Donc, où est-ce qu'on les met, ces gens-là? Ce que t'appelais la zone grise. Voilà, ça. la zone grise invisible. Non, je le disais pour rigoler, mais
En l'occurrence, je pense qu'il y a beaucoup de collaborateurs qui se retrouvent pas dans les modes un peu traditionnels et les approches qui sont imaginées par leurs ressources humaines dans ces univers-là. Et je pense à beaucoup de jeunes qui aujourd'hui n'ont pas une ambition folle, comme il y a des plus seniors qui ont une appétence énorme à aller apprendre toujours plus, etc. Donc en fait, il faut pas se limiter à ce qu'on imagine en termes de biais et en termes de stéréotypes, mais en dépassant ça et en se disant mais quel est l'écosystème et l'environnement que j'ai envie de créer de toutes pièces, et je pense qu'il y a une forme de dette, tu vois, générationnelle qui existe dans les entreprises. Et pour moi, le contrat RH, il faut qu'il se passe avec un renouveau, quelle que soit la conjoncture, tu vois, actuelle. On peut pas se permettre de rester sur les codes qu'on a depuis des années. Et je dis ça aussi, je rassure l'audience, c'est pas parce que j'ai 28 ans que j'essaye de tout casser et que je veux tout repartir de zéro. Et je suis pas du tout dans une démarche, tu vois, de faire table rase de tout ce qu'on a pu faire, mais plutôt d'aller piocher ce qu'on a bien fait, ce qui marche encore aujourd'hui, ce qui est encore plus puissant aujourd'hui avec toutes les technologies qu'on a aujourd'hui, mais aussi renouveler certains aspects qui sont pour moi plus les bons et plus pertinents pour les générations qu'on doit animer aujourd'hui, qui sont donc au nombre de 4 dans les entreprises. Ouais, et puis je te rejoins complètement sur ce sujet de l'envie, c'est assez naturel et assez, je pense, facilitant, et donc ça simplifie quand même la pensée de vouloir mettre les gens dans des boîtes de génération, les générations dans des boîtes de d'appétence, de compétences, et effectivement de se dire ben c'est les jeunes qui sont curieux et qui vont essayer d'apprendre. Et parce qu'on a l'impression que ça simplifie l'équation en fait, et que ça nous simplifie le travail, alors que pour moi c'est une vraie opportunité. Je t'évoquais la créativité tout à l'heure. Je pense que quand on se dit, allez, je vais simplifier l'équation, je vais prendre les jeunes d'un côté, les seniors, puis ceux du milieu, on verra comment on les anime. Je pense que c'est trop simplifier l'équation et se dire, je me rassure et je m'auto-convainc que ça va le faire, mais finalement, c'est parce que j'ai peut-être pas une assez bonne connaissance de mes équipes, de ce qui les anime. Et on a un rôle de designer, en fait. On est censé designer en continu l'environnement de travail. Et pour moi, c'est une source de complexité qui est très positive et qui, normalement, nous amène à innover sur ces modèles RH qu'on a connus et ceux vers lesquels on a envie de tendre. Je pense que toute l'ambition est, en pro comme en perso d'ailleurs, de concilier le passé, le présent et le futur. Qu'est-ce que tu en tires de tout ce que tu as pu faire jusqu'à maintenant pour que dans le présent, tu ancres des choses qui vont apporter quelque chose de très différenciant demain. Et pour moi, voilà, il y a cette notion de design. Sont-nous alors, architectes, designers, j'en sais rien, c'est peut-être une carrière refoulée de ma part, mais j'aime bien ne pas le voir comme quelque chose de trop simplifié, parce qu'à vouloir trop simplifier, tu catégorises les gens, et en fait, dans une catégorie que tu aurais imaginé, il y a plein de gens qui passent à la trappe, en fait. Absolument. Je pense qu'il y a d'autres choses à simplifier aujourd'hui. Je comprends l'enjeu, et notamment sur la fonction RH, où il y a beaucoup de choses à gérer, parfois des RH pas suffisamment staffés, outillés, équipés, avec suffisamment de budget. Donc au bout d'un moment, bien sûr, certains nous diront que vu la taille du périmètre qu'ils ont à gérer, t'es bien obligé de prendre 2-3 raccourcis. Probablement sur d'autres choses, mais finalement la personnalité, j'aime à penser qu'elle est un petit peu plus riche et complexe que dans telle tranche d'âge. Voilà ce qu'on va trouver pour les aider. Alors tu dis qu'il y a utiliser le passé, voir ce qu'on garde, ce qui va nous aider. Finalement, si tu devais nous partager dans ce que tu as testé, mis en place, des pratiques tu vois positives ou efficaces que tu as envie de garder sur ce sujet-là, ou d'autres que tu aurais complètement envie de jeter, ce serait quoi? Je pense éviter à tout prix le côté compétence inversée, c'est-à-dire que d'être jugé sur son âge plus que sur ses résultats, ça je crois qu'il faut vraiment définitivement l'arrêter, quelle que soit sa tranche d'âge. Donc en fait de vraiment briefer les managers, de les accompagner au quotidien là-dessus, parce que eux ils se doivent de composer avec beaucoup de complexité au quotidien et de mettre en mouvement de l'humain qui est pas forcément le plus simple pour eux. En général, c'est souvent des experts techniques qu'on propulse un peu en disant bon, tu vas rayonner un peu à l'échelle de l'équipe et tu vas embarquer les gens. Donc j'irais vraiment éviter cette première approche qui est de dire bon, attends, il a tel âge, ok, il faut qu'il y ait quoi en face. Non, c'est vraiment quel est l'objectif qui est associé avec le rôle de cette personne. D'ailleurs, petit aparté, mais j'aime bien imaginer donc le sujet de l'intergénérationnel comme n'importe quel autre sujet. Je te l'évoquais tout à l'heure, que ce soit en termes de rémunération ou d'organisation, on n'aurait jamais eu idée d'associer une rémunération à une personne. On va, en anglais, c'est "we are grading position, not people". J'aime beaucoup cette phrase courte et très percutante. C'est que vous allez pas dire, bon, à la tête du client, lui, il a tel âge, non. C'est sur ce rôle-là, vous avez imaginé que votre grille de salaire, elle était, comme cela. Et visons aussi là-dessus sur tout le reste. Donc visons les résultats et ce que les personnes arrivent à faire. Je pense que c'est une bonne façon aussi de prendre le pouls et de continuer de faire grandir les collaborateurs. Parce qu'en fait, si vous les limitez à ce que vous imaginez qu'ils sont en capacité de faire,
ce sera difficile de les faire évoluer. Ouais. Et en général, il y a un gros sujet de rétention des talents en ce sens, parce qu'ils se disent pas écoutés, pas bien animés par leur manager, les RH, etc. Ce tandem RH, manager ou leader doit être très fort. Ouais. J'aurais envie de le renforcer encore plus au quotidien et moi passer toujours plus de temps avec eux. Et toi justement dans ce tandem avec les managers, tu les accompagnes, ils posent des questions sur ces sujets d'animation intergénérationnelle, etc. C'est une demande de leur côté? Alors c'est une demande, ou du moins il me faut remonter leurs problématiques, du moins d'avoir montré patte blanche. Je crois qu'ils ont aujourd'hui plus d'ambition de venir me chercher sur les sujets où ils sont pas complètement à l'aise. De un, j'ai envie de rassurer toutes les entreprises qui me sollicitent sur des formations, sur les managers, etc., sur le fait que je crois pouvoir accompagner dans un premier temps ce collectif-là, aller chercher ma ressource en externe quand je sens qu'elle est pertinente, mais je sens bien une ambition de beaucoup de personnes à nous accompagner, à encore mieux connaître, etc. Je crois que si nous-mêmes on les connaît pas très bien, je peux aller calquer n'importe quelle formation externe, je suis pas sûre que ça prenne aussi bien. De rencontrer les managers, en fait, ça a l'air complètement bête, mais de eux, savoir que ma porte est grande ouverte, qu'on va régulièrement prendre le pouls ensemble, que on digresse sur plein de choses, ils se sentent écoutés eux-mêmes et animés, ils ont envie de le reproduire, en fait. Il y a un cercle vertueux qui se crée, et ça passe aussi sous l'angle intergénérationnel, parce que j'ai des managers de différentes tranches d'âge, et pour beaucoup, de se savoir écouter, ils ont envie de reproduire aussi, parce que ça crée un contexte très positif. Je pense que, par contre, de se sentir eux-mêmes un peu frustrés sur leur rôle, de pas se sentir très accompagnés, donc un peu seuls, avec de la pression, hein. Je veux dire, on est dans des univers où faut faire les chiffres, faut scale, tu fais des levées de fonds, il y a des objectifs toujours plus ambitieux, t'as ton board d'investisseurs qui est aux trousses et qui attend ta roadmap, ton 100-day plan, qu'est-ce que tu vas faire dans les 100 prochains jours et comment tu vas faire en sorte de... Bon, concrètement, si toi, tu n'es pas là pour rythmer un peu, et quand je dis rythmer, c'est important de prendre le pouls régulièrement avec eux. Je pense que c'est difficile d'en attendre autant de leur part. Donc, je pense que voilà, il y a un côté transmettre dans les deux sens, quoi. Ouais, c'est passionnant. Et puis, je retiens à travers l'échange que tu vas avoir avec eux, c'est comment aussi tu leur... tu insuffles, en fait. Voilà, exactement. Ce qu'ils peuvent ensuite reproduire. Ça, je l'ai senti, de leur passer certains messages. J'ai senti que ça avait, cascadé dans le bon sens et de manière très vertueuse auprès de leurs équipes, qui revenaient me voir en me disant « Tiens, en ce moment, ça se passe super bien sur ce sujet-là. » Ça rebouclait avec des éléments qu'on avait évoqués quelques jours plus tôt. Donc, tu vois, je suis contente de voir aussi qu'il y a un impact encore plus rapide sur les équipes. Et je suis convaincue que c'est pas qu'une cascade, c'est-à-dire que c'est pas que du top-down. C'est vraiment, tu vois, ces petites fontaines que tu retrouves à certains endroits où, en fait, c'est un flux continu. Parce que, en fait, c'est important aussi d'aller prendre le pouls concrètement là où ce qui se passe sur le terrain. Est-ce que c'est bien exactement comme ça qu'on l'avait conçu avec le manager? Bon, attends, non, ils ont pas pris le sujet sous le bon angle, il faut qu'on retravaille un peu. Et je suis assez à l'aise avec le fait que tu deviens manager, parce que tu en as l'appétence, parce qu'on pense que tu en as les compétences, parce qu'on a envie de t'accompagner, de se mettre en frais aussi, parce que c'est pas juste comme ça du jour au lendemain, on te donne une casquette et let's go. Et à l'aise avec le fait que quelqu'un peut se révéler être un très bon manager, quel que soit son âge. Pareil, c'est pas parce qu'il a déjà été qu'il va être super bon manager, c'est pas parce qu'il l'a jamais été qu'il sera très mauvais manager. Donc tu vois, vraiment, faut tordre le cou à énormément en fait de biais. Et quand tu baignes dans des écosystèmes où en fait tu es un petit peu toujours dans les mêmes dynamiques, tu entends un peu toujours les mêmes choses, c'est difficile d'en sortir en fait. Faut avoir le courage d'oser dire bah non, nous on n'a pas fait comme ça. On a identifié des nouveaux rôles, ça marche pas comme ça pour nous, voilà. C'est une prise de risque, mais effectivement ce que j'entends, c'est avant de manager l'intergénérationnel, il faut déjà avoir de l'appétence pour le management au sens large. Ça reste un sujet, je pense, dans toute l'histoire de l'entreprise qui n'est pas simple et qui n'a pas toujours été bien évalué. Enfin, on est encore classiquement effectivement sur t'as déjà managé, tu vas pouvoir manager. Si tu l'as pas fait, bon, on n'est pas très sûr de ce que tu vas y arriver. On est aussi sur, t'es un très bon performeur, donc probablement tu vas très bien développer des gens. Donc on revient là-dessus avant même c'est vrai qu'aujourd'hui je vois fleurir sur le marché une offre incroyable sur manager l'intergénérationnel, la diversité, les profils neuroatypiques. En fait, au bout d'un moment déjà, il y a quoi dans le socle du management? Je sais pas ce que t'en penses. Et alors, ce qu'il y a dans le socle du management, pour moi, c'est aussi quand un collaborateur vient te voir et te dit bon Camille, là, ça fait 4-5 ans maintenant que je suis dans l'équipe, là, c'est bon, je peux passer manager. J'ai envie de lui dire mais absolument pas. J'en rêve pour toi, mais je rêve plutôt d'un rôle, par exemple, de lead. Tu es plus lead technique qu'autre chose, c'est-à-dire que tu es un expert métier. Mais c'est pas parce que tu as cette expertise métier que tu seras forcément très bon. Par contre, je vais te donner quand même ces rôles-là. Et en fait, pour moi, l'idée, c'est pas non plus d'imaginer 1001 rôles en entreprise, parce que
faut quand même une forme de cohérence. Si chacun a sa petite casquette et sa petite rangée d'étoiles, mais qui n'a aucune cohérence, je veux dire, c'est difficile après d'imaginer un collectif de managers, un collectif de leaders, etc. Tu vas pas créer des titres pour faire plaisir aux gens non plus. Voilà. Mais par contre, je suis très à l'aise avec le fait de ne pas avoir de tabou sur ces sujets-là, d'en parler de manière très très ouverte, parce qu'en général, ce qui est mal vécu, et je l'entends d'ailleurs, c'est des copains qui me disent oh là là, je comprends pas, mon manager il m'a refusé ça. Bon bah c'est bizarre parce qu'en face il l'a octroyé à quelqu'un d'autre. En fait, de mettre les mots dessus, les gens comprennent. Ils se sentent donc d'autant plus investis là où tu as envie de les projeter, là où tu dis mais tiens, on pourrait peut-être par contre te positionner sur ce nouveau rôle. On va même concevoir peut-être un rôle pour toi et tu vas encore plus t'épanouir et t'éclater parce qu'en fait c'est ton terrain de jeu déjà actuel et tu vas en fait prendre encore plus de place. Donc ça pareil, c'est comment t'es à l'écoute, mais comment est-ce que tu es aussi force de proposition en ayant une très bonne connaissance, c'est-à-dire de l'univers dans lequel ils évoluent et de celui vers lequel tu tends. On tend toujours vers quelque chose de différent. Ouais. Et on tourne autour du sujet de, malgré tout, quelle voix un peu reconnue, valorisée, positive et aussi brillante que les autres, tu vas offrir à des gens que t'as pas envie de promouvoir manager, tu vois. Et je pense que c'est aussi pour ça... aujourd'hui qu'on a toujours tourné autour des mêmes écueils et que t'as des gens qui viennent te poser la question alors que peut-être fondamentalement ça va pas du tout les éclater. Ouais, on est d'accord. Tu disais un truc hyper intéressant quand on s'est parlé la dernière fois et j'aimerais vraiment revenir là-dessus, c'est on ne doit pas gérer les générations mais on doit créer des environnements de travail qui fonctionnent pour tous. Ouais. Alors concrètement, comment tu fais ça au quotidien ? Je te parlais du rôle de designer tout à l'heure. Alors c'est très drôle. J'ai rejoint Clara, qui est donc mon entreprise actuelle, en étant qu'une scaleuse de la tech, avec tous les codes de la tech, mais sans en avoir les codes. C'est-à-dire que on n'a pas l'éternel baby-foot, tu vois, et ce genre de stéréotypes qu'on peut avoir. Donc je suis déjà allée tordre le cou à ces trucs-là, parce que c'était pas faute de le vouloir en interne. Et en fait, en 2 ans chez Clara, on a changé 3 fois le bureau. On est passé d'un univers très très start-up, scale-up, on était à Station F. C'était génial, ça fourmillait de partout. À un environnement coworking, puis un environnement qui est le nôtre. Là, on est dans nos propres bureaux. Waouh. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que petit à petit, sans me voir venir, ils ont fini par me voir venir, mais sans me voir venir, j'ai cassé un peu tous les codes qu'ils avaient à Station F. C'est-à-dire que Station F, je suis arrivée, chacun avait son petit bureau. Alors, ils étaient pas très nombreux à ce moment-là, parce qu'ils étaient une petite douzaine, quinzaine. Alors, on est plutôt une 60aine. Donc, si tu veux, j'ai dû aussi un peu imaginer des nouvelles règles et des nouveaux modes de fonctionnement. Mais aujourd'hui, on est en open desk, c'est-à-dire que tu n'as pas de bureau attitré. Comme tu as des jours de télétravail par semaine, en plus, je veux pas que ton bazar de la veille soit encore là, alors que toi, t'es chez toi, peinard, et qu'il y a quelqu'un qui est censé virer ton petit bloc-notes et tes photos de famille sur le bureau. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que ça a fini par prendre. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un vrai maillage, du coup, il y a un vrai mélange de tout le monde, parce que je les charrie un peu, mais je leur ai dit, pas 2 fois le même bench de bureau, 2 jours d'affilée. C'est-à-dire que vous vous débrouillez, mais je veux vous voir bouger en continu toute la semaine. Je veux pas que tu t'amuses à bouger d'une place à droite à une place à gauche. C'est-à-dire que tu prends juste un fauteuil différent, mais t'es toujours au même endroit dans le bureau, à côté de ta fenêtre, au fond du couloir, ou ce genre de choses. Je voulais vraiment créer, tu vois, une synergie et qui se sentent appartenir à un collectif, mais par des petits rituels du quotidien. Ce qui est très drôle, c'est que maintenant, ils adorent en fait se mélanger comme ça. Et il y a des configurations. Je sens bien que les configurations du mardi ou du jeudi sont quand même régulièrement les mêmes. Les gens bougent ensemble. Voilà, les gens bougent un peu ensemble. C'est un peu des petites tribus maintenant. Ça a été super fort parce que lors du séminaire, on en revient, on était la semaine dernière, notre fameux Claracation. On a fait 3 jours où en fait, je les ai embarqués pareil, et c'était des petites squads. Donc c'était plein de métiers différents, alors qu'à l'époque, c'était vraiment le bench des sales, le bench de marketing, du product, etc. Là, ils ont une réelle appétence à être tous ensemble mélangés. Ça se retranscrit aussi pendant les pauses déjeuner, les rituels, stand-up, comment est-ce que tu lances la semaine, comment tu finis la semaine. Et ce qui est très très drôle, c'est que j'ai l'impression que ça se retranscrit aussi dans la capacité à prendre le temps d'itérer sur les retours d'expérience post-mortem. En fait, pareil, de tordre le cou à des trucs bien classiques. Ils ont pris goût un peu à ça, et je pense qu'ils me le disent pas trop, mais il y en a beaucoup qui aiment bien qu'on ait cassé les codes là-dessus, parce que c'est un peu relou, chacun a son petit bureau, t'oses pas trop aller déranger un tel, etc. Là, comme ça fourmille, il y en a un qui se retourne, qui va parler au bench d'à côté, qui pose une question. Comme le bureau est grand ouvert, c'est un open space, bah tout le monde écoute un peu d'une oreille, ils enlèvent leurs écouteurs. Enfin, tu vois, c'est assez chouette comme dynamique. Et je pense que c'est ça aussi qu'ils viennent chercher dans nos écosystèmes. J'ai vu beaucoup de startups se structurer, monter en puissance avec de plus en plus de gens, et finalement devenir très très silotés. Et je pense que c'est les codes des grandes entreprises que généralement beaucoup fuient. Donc de les retrouver dans une scale-up, c'est un peu dommage. Et je fais en sorte aussi que ceux qui ont besoin de se mettre un peu au calme puissent le faire. Il y a des salles de réunion, il y a plein de phone booths. On a misé sur beaucoup de phone booths et peu de grandes salles de réunion. Ça marche super bien. Et justement, par rapport à ce sujet de bureau, et merci d'en parler parce que
ça fait partie des sujets, je discute pas mal avec d'autres entrepreneurs en ce moment sur qui est-ce qui freine des cas de fer dès lors qu'on se retrouve dans des espaces ouverts, dans du flex office où chacun bouge de place, etc. Est-ce que tu repères quelque chose de générationnel ou alors qu'au final, c'est pas tant à ce niveau-là que ça se joue? Moi, je dirais que tout le monde y a pris goût. Ça vaut la peine d'avoir une approche un peu ludique, un peu créative de la chose. C'est-à-dire que si de base, tu t'es pas trop approprié les bureaux, que t'aies ton petit bureau à toi ou un bureau partagé, c'est-à-dire qui ne t'est pas propre, tu t'y sentiras plus ou moins bien. Quand on est arrivé dans ce nouvel espace, on avait octroyé un petit budget par collaborateur pour qu'ils aillent décorer le bureau. C'est bête, mais l'équiper de droite à gauche, on s'est retrouvé avec une flopée de jeux, tu vois, des trucs comme mur, etc. Et comme ils se sentent bien maintenant dans le bureau, parce que c'est leur espace, ils se le sont appropriés, je me suis pas improvisée, tu vois, Valérie Damido, ça m'allait très bien parce qu'en fait, du coup, je voulais aussi qu'ils s'y sentent bien. Je veux dire, c'est pas moi, j'ai imaginé que ce type de déco irait bien pour le collectif, mais plutôt chacun sa petite pierre à l'édifice. Et je crois d'ailleurs, il faut que je le refasse là sur les nouveaux, il faut que je leur redonne un petit budget. Allez-y, apportez votre pierre à l'édifice parce qu'en fait, je trouve que c'est très sympa. Je dirais qu'il y a pas forcément des générations qui sont concernées plus que d'autres. Ça dépendra des habitudes que tu avais dans ton ancienne entreprise. Et si tu prends le temps d'en discuter un peu, finalement, moi, j'essaie d'identifier surtout ce qui peut leur manquer de quand ils avaient leur bureau fermé, par exemple. Il y en a un qui m'a dit, bon, clairement, c'était de pouvoir faire une petite sieste sur mon canapé avant de reprendre les premières réunions à 14h. Moi, je me suis débrouillée pour qu'il y ait un espace, tu vois, qui soit un peu plus calme, avec des coussins. Enfin, on a fait ce qu'il fallait pour qu'ils en retrouvent les codes, mais qu'ils soient pas juste bloqués par... j'allais dire un usage qu'ils en avaient qui était très propice et très intéressant pour eux. Donc voilà, je pense que ça dépendra aussi des types de profils que tu as, mais si tu creuses un peu, en général, tu comprends vite qu'en fait, soit ils bloquent des cas de fer parce que vraiment, ils ont aucune appétence à voir du monde, ils veulent être chez eux toute l'année en full télétravail, ou sinon, voilà, ça se crée aussi avec eux, mais d'essayer de calquer quelque chose de toute pièce en imaginant que ça répondra à leurs besoins, si tu les sollicites pas, c'est compliqué. Ouais. Oui, et puis juste se redire, c'est une aberration de penser que c'est les jeunes qui veulent jouer au baby-foot et que c'est les jeunes ou les vieux qui veulent faire la sieste, en réalité. Si tu savais les parties de loup-garou qu'on a fait cross-génération, je te confirme que c'est pas qu'une partie des générations qui jouent entre midi et deux, ouais. Pour terminer sur le sujet de l'intergénérationnel, mais j'aurais une autre question juste après, parce qu'effectivement, moi, ça m'interroge aussi sur ta vision du rôle de la fonction RH et de la façon dont il évolue. Mais avant ça, je voulais revenir sur quelque chose que tu m'avais dit, qui est le contrat psychologique, finalement, entre les générations. Il a vraiment bougé, il a explosé. Ouais. C'était quoi ton idée sur ce sujet, si tu peux nous l'étoffer un petit peu plus? Alors sur ce contrat-là psychologique, en fait, ce que j'ai trouvé intéressant en discutant avec des profils plus seniors, ils me disaient qu'ils se retrouvaient plus trop dans la stabilité qu'ils pouvaient avoir jusqu'à maintenant. Et pour le coup, si tu confrontes avec ce que te disent les jeunes, ils refusent d'attendre pour être écoutés. C'est-à-dire qu'il y en a qui veulent aller très vite, très loin, très fort, et d'autres qui me disent mais attends, j'ai plus aucun repère, je sais plus trop ce capital confiance-là. C'est pour ça que j'ai envie de mettre tout le monde au même niveau, le côté, tu vois, un peu fair play, c'est équitable, chacun est traité de la même façon. Il y en a pas qui vont être plus particulièrement écoutés parce qu'ils sont seniors, parce qu'ils ont des choses à dire, non. On met tout le monde autour de la table, si tu as quelque chose à dire, c'est autour d'un projet, et si tu as des intuitions et des ambitions, bah vas-y, porte-les. Donc d'ouvrir en fait cette porte-là, je trouve que c'est important, parce que pareil, ça dépend de l'univers dans laquelle tu as évolué jusqu'à maintenant. Tu as pu avoir été très écouté, et comme là, tu as l'impression de pas l'être du tout, parce qu'en fait, on te tend pas une perche, et voilà, je pense que ce contrat psychologique, il est important parce que il y a de la détresse dans toutes les tranches d'âge. Il y a beaucoup d'anxiété autour de tout ce qui est autour de l'environnement. Tu vois, l'éco-anxiété. Je sens bien qu'il y a beaucoup de jeunes qui me disent non, mais je resterai en full télétravail parce que me déplacer, voilà, c'est compliqué, la planète. J'ai envie de leur dire, vous êtes à 3 stations de métro. Je crois que le métro, il tournera quand même. C'est pas très grave. Enfin, tu vois, on sent qu'il y a des choses à réconcilier chez les gens. Et donc, intuitivement, si nous les premiers, on s'empare pas du sujet et on n'est pas proactif pour aller les chercher, pour creuser, pour essayer de comprendre au mieux cette richesse de profils qu'on a, je pense qu'on aura du mal à embarquer vraiment tous les... enfin, comment dire, on aura du mal à instaurer ce capital confiance, on aura du mal à leur donner envie de le reproduire aussi ce capital-là, c'est-à-dire le transmettre aux nouvelles personnes qui vont nous rejoindre. Et je pense que c'est ça la force aussi d'une scale-up, c'est sa capacité à embarquer les premières personnes qui vont embarquer les suivantes, et de créer un relais de plus en plus conséquent au fur et à mesure, parce qu'en fait, quand on était 12, c'était pratique pour moi d'aller voir tout le monde. Bien sûr. Là, à 60, puis les ambitions d'être à 100. Bon, je vais pas aller voir tout le monde en continu tout le temps, surtout si c'est pour passer du temps et creuser les sujets, ouais. Ouais, t'as besoin de te reposer sur la force du collectif. C'est intéressant ce que tu disais, parce que finalement, ça m'a fait penser à un épisode qu'on a tourné il y a pas mal de temps maintenant avec Florence Dupré. Ouais. Je vous invite à écouter l'épisode pour ceux qui l'ont pas entendu. C'est finalement, tout repose sur la capacité des managers à créer un environnement inclusif où chacun se sent
capable d'exprimer, d'apporter sa pierre à l'édifice, d'exprimer une position, une conviction qui est différente de celle des autres. Ouais. Et donc, on n'est pas dans un sujet à tout prix de se focaliser uniquement sur comment est-ce que je mets de la diversité dans la salle, mais vraiment comment je crée ce cadre pour que chacun puisse construire. Et je trouve que ça revenait pas mal autour de ce que tu disais. Tu parles d'embarquer et justement d'avoir ce rôle, d'aller chercher, d'être proactif et d'être en avance sur tous ces sujets. Du coup, avec ta vision de... Je vais encore dire jeune DRH, mais bon, malgré tout, jeune DRH senior, si tu veux, expérimenté. Comment est-ce que tu la vois bouger, cette fonction RH? C'est quoi ta vision et c'est quoi ton rôle demain tel que tu le projettes? Sans faire un jeu de cache-cache avec mes cofondateurs, je pense que ce qui leur a plu dans mon approche depuis 2 ans, c'est que je suis pas forcément là où ils m'attendaient. Eux-mêmes avaient besoin de quelqu'un qui arriverait à les embarquer autant sur les sujets opérationnels et du quotidien que sur la stratégie de demain. Et comme je te l'évoquais, c'est des univers qui bougent tellement vite qu'en 3 semaines, 1 mois, tu as eu le temps de te renouveler complètement. Donc le rôle est amené à évoluer aussi énormément, drastiquement. J'aime cette notion de créativité parce que ça veut dire, ok, j'ai un sujet, j'ai un nouvel élément à travailler. Comment est-ce que je m'assure d'être au bon endroit, avec la bonne casquette? C'est quelque chose que j'ai bien aimé, moi, parce que, donc, petite note perso, mais j'ai que des frères et que des cousins. Je suis la seule fille de ma famille. Et en fait, j'ai toujours été dans cette démarche de me dire, qu'est-ce que j'ai en face de moi? Ok, où est-ce qu'il y a de la place? Où est-ce que je me positionne? Quel sujet j'ai envie de prendre? Là, ma casquette tend de plus en plus vers un rôle, tu vois, de Chief Operation Officer. Enfin, comment est-ce que j'anime de plus en plus de projets transverses? Comment je mets en mouvement? Et après, j'identifie les bonnes personnes pour les animer derrière. Je crois aussi que à beaucoup de reprises, j'ai dû rappeler aux collaborateurs qui venaient me solliciter que mon rôle, il était custom Clara. C'est moi qui l'avais imaginé comme ça. Que s'ils avaient besoin de moi sur certains aspects, je pouvais le travailler avec eux et avec grande bienveillance. Mais parfois, j'avais aussi à rappeler que le rôle de RH, c'est pas moi, Camille, qui m'engage à. C'est-à-dire qu'ils vont aller chercher la RH de chez Clara pour répondre à une problématique. Mais parfois de montrer autant de flexibilité, de créativité et en plus, j'espère, énormément d'empathie. Je veux pas non plus que les collaborateurs se disent génial, on peut en gros aller tirer la corde sensible, lui balancer tous nos problèmes perso et lui dire bah ok, qu'est-ce que tu fais toi et comment tu t'engages toi, Camille, pour en fait c'est moi, Camille, DRH Clara, qui va trouver une solution ou autre. Et je trouve que c'est important de le rappeler parce que je croise beaucoup de DRH, pareil, de tranches d'âge diverses et variées, qui me partagent que c'est assez pesant en fait aujourd'hui en termes de charge mentale. On en parle beaucoup de leur charge mentale, qui s'occupent d'eux parce qu'ils s'occupent de tout le monde, mais personne s'occupe de nous. Comment est-ce que eux-mêmes s'occupent d'eux-mêmes? C'est en fait en mettant aussi quelques barrières, en disant attends, j'allais dire c'est juste que tu me partages ça en tant que collaborateur, tes tracas, etc. Je suis pas non plus un magicien et je me dois de te faire une réponse qui soit suffisamment pertinente pour toi. Mais je peux pas faire que du customisé. Je peux pas répondre à Alix, 35 ans, et en même temps aux 60 autres personnes qui m'attendent sur ce même sujet. Je prends un exemple tout bête. Crèche d'entreprise. Je peux pas apporter une réponse customisée à un collaborateur qui a trouvé un super filon, alors que j'ai 5 ou 6 autres collaborateurs qui me disent, bah, et nous, ils sont où les berceaux d'entreprise, tu vois. Donc, pareil, il y a un côté, où est-ce que tu mets ta limite, la juste limite. Je pense que le tip, c'est prenez soin de vous, identifiez là où vous pouvez être encore créatif et là où vraiment ça c'est un peu border, ça frôle avec ils viennent vous solliciter vous en tant que personne et finalement ça reste un métier, les ressources humaines, c'est pas ça y est t'es RH, c'est comme si t'étais le psy, la nounou, la nurse, voilà. T'es pas responsable du bonheur des gens de l'entreprise. Voilà. Et je suis encore moins Chief Happiness Officer. Je suis Chief Happiness Dictator si besoin, mais Chief Happiness Officer non. Mais effectivement, en fait, il y a un équilibre assez dur à trouver, tu vois, dans ce que tu décris entre la plupart des DRH ont choisi ce métier aussi parce que il peut y avoir de l'empathie, de la sensibilité, etc. Ouais. Donc tu t'en as objectivement pas rien à foutre des sujets que les gens vont venir te partager et au contraire, tu crées de la proximité et à la fois tu peux pas. On est dans ce sujet de recherche d'individualisation et c'est bien ce qu'on se dit avec l'intergénérationnel, on va pas mettre tout le monde dans les mêmes cases, donc il faut vraiment s'adapter à l'individu et en même temps. Comment tu fais pour préserver un système qui est durable? Ouais. Et je pense que la réponse, elle doit être aussi riche que la boîte. Je peux pas la minimiser à une réponse pour un collaborateur. Et je pense il y a 2 boîtes qui me viennent en tête. Je pense à Thiel et Mocacare, qui sont justement sur comment prendre soin en premier des RH. Et je me souviens d'un exemple qui était assez rigolo. Une RH qui racontait que quand elle rentrait dans son bureau le matin,
entre le moment où elle passait la porte d'entrée et elle franchissait le seuil de son bureau à elle, où elle pouvait se fermer à clé, elle disait, mais en fait, j'ai 10 collaborateurs qui m'ont alpagué, qui ont commencé à me raconter un truc à droite, à gauche, le temps que je passe prendre un café juste in extremis avant de me mettre dans mon bureau. Elle me dit, j'ai l'impression d'avoir une montagne de petits singes qui étaient sur les épaules des collaborateurs, qui ont fini par me balancer, me disant, tiens, tu géreras ci, tu géreras ça, machin. Et se dire, attends, je commence ma journée avec tellement je sais pas comment dire, mais de pression, de charge, alors que j'avais déjà mille et un sujets à faire. Comment je priorise? Bah voilà, prendre soin de soi et comme on le dit souvent, mettre son gilet de sauvetage avant d'aller chercher celui des autres. Je pense qu'on a tendance à l'oublier parce qu'en général, on nous sollicite nous en tant que personne plus qu'en tant que métier. Et j'aime bien imaginer les RH comme étant de plus en plus flexibles et souples sur cette définition-là dans les années à venir. Ouais, rappelons ça me parle beaucoup. Tu vois, on a fait une étude sur l'évolution de la fonction RH. On a invité plein de DRH à réfléchir avec nous. Et il y avait vraiment ce constat qui est revenu, qui est on s'occupe des autres, on attend beaucoup de nous et en même temps, on n'investit pas beaucoup sur notre propre développement. Ouais. On s'autorise pas. Et il y a ça aussi, hein, c'est pas juste est-ce qu'on va payer une formation, un moyen de prendre soin de moi, mais est-ce que je m'autorise en tant que DRH à sortir de l'entreprise, à prendre du temps pour aller faire de la veille, pour rencontrer des gens et juste pour avoir une bouffée d'oxygène. Et il y a un vrai effort, entre guillemets, individuel que de placer les bonnes limites, que de s'octroyer. C'est un peu le gilet de sauvetage dont tu parlais tout à l'heure, le masque à oxygène avant de le mettre ces moments de respiration-là, quoi. Où est-ce que vous vous ressourcez Sinon, prendre le virage de l'évolution de ta fonction, parce qu'il y en a un, en fait, hein, objectivement, mais ça nécessite d'avoir un petit peu de lucidité, de clairvoyance pour le faire. D'autant plus si on veut répondre toujours mieux à un monde toujours plus complexe. Et qui, du coup, nous donne un joyeux terrain de jeu comment se renouveler de manière créative quoi sur ces sujets-là. J'ai une dernière question de mon côté sur l'intergénérationnel. Je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ont probablement rien fait dessus, voire même qui disaient peut-être que c'était pas un sujet ou comme tu décrivais tout à l'heure dans ta boîte précédente, qui sont encore au stade de j'ai plein de jeunes et là je commence à imaginer qu'il va falloir que j'amène un petit peu plus de mixité, etc. Qu'est-ce que tu recommanderais à des gens qui sont pas du tout rentrer dans le sujet? Ce serait quoi les premiers conseils très applicables qu'ils pourraient mettre en œuvre? Alors, je pense d'aller parler à vos pairs, parce que de voir ce qui se passe dans les autres boîtes, c'est toujours hyper riche. Il y a énormément de personnes qui sont en train de prendre le sujet à bras-le-corps. Je vais faire de petites dédicaces, mais Frédéric Jeske, et puis il y a beaucoup aussi d'organismes qui se mettent en mouvement. Je pense à France Travail, avec Origami, Rebond Numérique. Tu vois, on a été start-up hôte, comme ils disent. On a accueilli pendant 2 mois un groupe de 5 seniors, pour le coup, qui avaient raté le virage du digital et qui ont été formés par Origami et Rebond Numérique en collaboration avec France Travail. Et à l'issue de cette formation, ils avaient besoin d'une entreprise haute qui allait en fait leur montrer ce que ça fait. Alors là, c'était sur du marketing digital. On leur a donné, ils avaient un sujet à traiter et en fait, on les a complètement onboardés et embarqués avec les équipes. Et ils sont sortis de là en disant cool. En fait, ils avaient regagné une forme de jeunesse, tu vois, sur ces sujets-là. Ils avaient qu'une envie, c'était de retrouver un job. Donc en fait, je pense qu'il y a, si vous êtes appétant et si vous êtes un peu curieux, il y a beaucoup de choses qui existent. Venez, on en parle. mais commencez par en parler avec ses pairs parce que on prend aussi l'ampleur de notre sujet. Quand on voit en face ce qui se fait, on se dit là-dessus, c'est pas encore complètement un sujet. Par contre, moi, j'ai un sujet sur cet aspect-là. Donc déjà, de bien identifier où est-ce que vous auriez des besoins et derrière, honnêtement, on manque vraiment pas de ressources à ce stade, ne serait-ce que merci de me recevoir sur ce podcast parce que c'est l'occasion d'en discuter de vive voix. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. C'est hyper riche. J'inviterai évidemment les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus, à consulter le questionnaire que tu auras répondu, qui nous partagera où est-ce que tu fais ta veille, quels sont les sujets qui te permettent de rester à la pointe. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu rajouter, une question que tu aurais voulu que je te pose et que je ne t'ai pas posée? J'aurais envie de dire merci de transgresser les codes. C'est toujours sympa de pouvoir prendre la parole et de se sentir super légitime. C'est vraiment le sentiment que j'ai à l'issue de ce podcast. Donc, très chouette. Merci. Merci à toi.